Les nouvelles ruralités, une chance pour la France, c'est le message que vous êtes venu porter? J'ai souhaité venir quand j'ai lu vos documents. Premièrement, c'est très pertinent d'être hybride, mêler des universitaires, des chercheurs, des élus, des fonctionnaires, me paraît aujourd'hui plus nécessaire que jamais. Nous sommes dans un pays qui a tendance à se cloisonner, l'élu ignore l'universitaire l'entreprise, etc. Nous avons absolument besoin de se frotter nos cervelles et de nous confronter, de nous retrouver dans une communauté de destin. Le deuxième élément, c'est tout le discours sur le potentiel plutôt que la fragilité, sur la créativité, sur l'inventivité, sur l'intelligence des territoires plutôt que nous sommes malheureux. Et j'ai trouvé ce discours extrêmement pertinent. Et je crois qu'effectivement, il est nécessaire aujourd'hui que nos politiques retrouvent ce qui est sa force d'éclairer le chemin du futur. D'accord. Les universitaires qui intervenaient ce matin ont beaucoup parlé de la métropolisation. Pour résumer, c'est un concept qui remonte aux années 90 pour tout un tas de raisons, où on a décidé qu'avec la tertiarisation, avec la recherche de l'emploi, les métropoles devaient finalement un peu capter toutes les ressources vives du pays. Est-ce qu'on n'a pas été trop loin? Est-ce que les récentes lois qui ont été prises ne méconnaissent pas un peu les réalités de la ruralité d'aujourd'hui? Alors il y a deux analyses à faire par rapport à cela. Est-ce que la loi fait le territoire? Qui façonne le territoire? Nous sommes aujourd'hui dans un moment où le numérique fait effacer les frontières. Et donc le rapport à l'autre, au temps, à l'espace, a complètement changé de nature. La puissance d'un territoire, c'était la nature de son sol et de son sous-sol. Dans une économie rurale, une économie industrielle. La puissance actuellement, c'est celle de son intelligence, de son savoir et de sa capacité d'attractivité. Qu'est-ce qui fait que sur un territoire, les capitaux du monde entier aient envie d'investir et que les jeunes du monde entier aient envie d'apprendre? Et donc il y a la notion de masse critique. Donc on n'est pas... il y a des phénomènes aujourd'hui de concentration, de densité, qui sont liés directement à cette attractivité. Est-ce que la métropole est la seule réponse? La métropole ne peut se développer et être attractive que si elle a un territoire périphérique irrigué. Et donc l'on voit bien qu'au lieu d'opposer métropole, urbain, rural, nous sommes dans une économie cérébrale dans laquelle la connexion des territoires, la fluidité des territoires sera plus importante que la construction de briques territoriales avec des frontières bien précises. Et donc l'on voit bien que si la métropole a été une réponse nécessaire à l'attractivité que nous avions aujourd'hui, il faut que nous passions à un stade complémentaire qui fait que c'est l'ensemble d'une offre territoriale avec des potentialités différentes. Parce que quand on pousse, est-ce que la quantité est un facteur de puissance? La réponse est non. On voit qu'aujourd'hui, la course à la quantité peut amener quelquefois des fragilités extrêmement fortes. On le voit avec l'industrie d'Airbus, on le voit avec les grandes surfaces aux États-Unis, et on le voit actuellement avec une croissance désordonnée des métropoles urbaines dans le monde entier qui concentre des poches de précarité et d'instabilité et des poches de créativité et d'intelligence. Donc on voit bien que nous sommes dans un moment où il faut repenser complètement l'offre territoriale dans sa globalité et qui passe par la capacité de pouvoir stabiliser une communauté nationale. Et donc, dans une économie cérébrale, comme dans un cerveau, le petit vaisseau peut créer un AVC ou un infarctus territorial qui peut perturber la totalité de l'ensemble. Et donc nous devons aujourd'hui avoir une réflexion sur la connectivité des territoires et sur le développement du potentiel des territoires. Donc je ne crois pas à l'égalité des chances territoriales. Je crois que chaque territoire a des qualités, des spécificités, des potentialités différentes. Mais au lieu d'avoir le souci de compenser des handicaps, on devrait essayer de réfléchir à accompagner les potentiels de chaque territoire. Et je crois que si nous sommes rentrés dans la société de l'intelligence, par exemple, les subventions pour les territoires ne devraient pas être des subventions d'investissement uniquement. Elles devraient être aussi des mobilisations d'intelligence au service de certains territoires. Et lorsqu'il y a des territoires ruraux qui ont moins de capacité que d'autres, on devrait là plutôt investir un peu plus d'intelligence qu'ailleurs. Faire jouer la péréquation, par exemple, un peu davantage. Alors, est-ce que c'est une péréquation ou est-ce que c'est un investissement sur le potentiel d'intelligence? Je vais vous donner un exemple. La comparaison est peut-être un peu maladroite, mais pourquoi le gouvernement a souhaité mettre dans certaines classes un enseignant pour 12 élèves? Parce qu'il estimait que s'il perdait un élève, c'était un capital humain que l'on perdait. Eh bien, c'est un peu la même chose. Ce n'est pas un système de péréquation, c'est un système d'ajustement des efforts en fonction du potentiel
et la difficulté d'exploiter le potentiel d'un enfant ou d'un territoire. Et lorsqu'il y a, notamment, y compris dans la ruralité, il y a des ruralités heureuses, il y a des ruralités désertifiées, il y a des ruralités dont on voit le potentiel, d'autres où l'on voit plutôt le fait qu'elles risquent d'être en dehors du chemin du destin du pays. Eh bien, le paradoxe, ce n'est pas une péréquation, c'est un ajustement où dans les territoires où a priori il semblerait qu'il n'y a pas de solution, c'est là où on devrait mettre le maximum d'intelligence pour dire qu'il y a toujours un projet possible sur un territoire. Et donc ce n'est pas un problème de péréquation, c'est un problème d'ajustement en fonction d'une optimisation du potentiel de chaque territoire. Avec des crédits d'État? C'est-à-dire une politique, par exemple une loi pour la campagne comme ça existe pour la ville, par exemple, avec des ciblages. Alors, en même temps, ne soyons pas dans l'illusion que la loi fait comme l'hirondelle le printemps. On est dans un pays assez fascinant, dans un pays où on ne veut qu'une loi, parce que quand une loi est là, on a l'impression qu'on est sauvé. Or, je crois que c'est la culture, c'est le tempérament, c'est la motivation, c'est l'optimisme des territoires qu'il faut susciter. Et donc, moi, je serais assez fasciné pour que dans les contrats, je suis plus dans le contrat que la contrainte. La loi, c'est une contrainte. On respecte la loi, on ne la respecte pas. Je suis plus dans le contrat. Et dans le contrat, on devrait mobiliser l'Europe, l'État, les régions, les départements autour de certains territoires où, effectivement, on investit dans l'intelligence, l'émergence d'un projet, l'accompagnement du projet. D'accord. Et effectivement, en adaptant les textes, construire des logements dans certains milieux ruraux ne justifie pas les mêmes normes que dans les villes. Donc comment on peut trouver des endroits dans lesquels on accepte des adaptations? Lorsqu'on met des formations professionnelles et qu'on paye les formateurs en ne tenant pas compte des kilomètres, forcément le formateur n'intégrera pas la distance. Donc on est dans des moments où les politiques publiques sont quelquefois un frein au développement de certains territoires uniquement par des règlements ou des territoires, pas forcément par la loi. Vous avez été président de l'Association des maires de France. Est-ce que vous pensez que les élus locaux, les maires, ont le potentiel pour impulser peut-être l'adhésion de leurs concitoyens, cette adhésion finalement, parce qu'on voit bien qu'il y a quand même une crise de la démocratie avec montée des extrémismes. Est-ce que vous pensez que ce sentiment de relégation qu'on éprouve parfois chez les habitants des territoires ruraux, les élus locaux sont capables de les corriger un peu, voire de les éluder? Alors, il faut parler là du rôle des élus. Est-ce que les élus sont capables d'endiguer des mouvements de colère, des mouvements d'espérance? Ils peuvent les nourrir, mais ils ne sont pas les seuls responsables ou les seuls auteurs de cela. Ce qui nous paraît important aujourd'hui, c'est que nous sommes dans une situation où les sentiments d'humiliation dans lesquels se trouve soit le salarié qui est surdiplômé, sous-payé, soit le type de 40 ans qui est viré sans perspective, ou soit un territoire qui se sent abandonné, quand on crée l'humiliation dans un territoire ou dans un individu, on inocule une violence qui peut se retourner contre lui ou contre le système. Et donc on voit bien qu'aujourd'hui, la réflexion qu'on doit mener, c'est que est-ce que dans la société performative dans laquelle nous sommes, on n'est pas en train d'aggraver les distances entre le diplômé et le non-diplômé, le riche, le pauvre, celui qui a du pouvoir, celui qui n'en a pas, le bon territoire, etc. Et ce qui fait que dans cette société, on a tendance à vouloir fragmenter, écraser, alors qu'il faut que nous passions au contraire dans une société du partage et de l'épanouissement. Et dans ce cas-là, l'élu devient une autorité morale, capable de mobiliser les citoyens, pas forcément de les orienter. Nous ne sommes plus dans une relation de pouvoir et de dépendance. Nous sommes dans une relation de guide, de repère et de confiance. Il faut que le maire soit une personne inspirante et une personne de confiance. Ce qui ne veut pas dire que le maire doit avoir à sa disposition aussi une administration. On est en France uniquement obnubilé par le pouvoir. Non, aujourd'hui, c'est l'inspiration qui l'emporte, et on peut très bien imaginer des maires sans fonctionnaires, parce que tous les fonctionnaires seront au niveau intercommunal, mais avec la capacité de mobiliser l'intelligence collective. Mais on a absolument besoin de la commune comme un repère, une autorité morale, un besoin de proximité pour mieux rassurer. Comment... Il est de ça. Excusez-moi, juste une dernière chose, juste pour conclure, c'est parce que pour conclure le sujet, la ruralité, une chance pour la France? En réalité, moi je souhaite toujours dépasser ce débat sur la ruralité et sur l'urbanité. La chance pour la France, c'est les citoyens et les hommes et les femmes qui vivent sur un territoire. Est-ce que la ruralité est un frein ou un moyen de développer l'intelligence collective des citoyens? De cette réponse naîtra forcément non pas un débat entre ruralité et urbanité, c'est
comment faire en sorte que les territoires, par l'environnement qu'ils offrent aux individus, soient extrêmement positifs pour optimiser leur potentiel. Or, dans la société de l'épanouissement dans laquelle on se trouve, peut-être que certains quartiers urbains apporteront une intelligence, une volonté de s'investir, de partager, etc. Et peut-être, et j'en suis même convaincu, que certains territoires ruraux, qui sont peut-être, au regard de certains dans la désertification, apporteront aussi cet environnement nécessaire à certaines activités, à certaines créativités. Et donc on voit bien que la façon dont on va concevoir les territoires, dont on va bâtir l'environnement dans lequel les individus sur ces territoires vont vivre, sera plus déterminant que l'adjectif que l'on accordera à un territoire. Moi j'ai tendance à essayer d'éviter ce réflexe qui fait que dès que l'on met ruralité, on a tendance à marquer pauvreté et précarité. Dès qu'on met urbanité, on a tendance à associer violence, on a des réflexes pavloviens. Le vrai problème, c'est que quand on est dans ce genre de normes, on est dans l'anormalité et je dirais presque le racisme territorial ou la différenciation territoriale. Et on oublie que derrière, c'est d'abord et avant tout comment on optimise la mobilisation des individus sur un territoire à bien vivre avec les autres.